Au sud du continent européen, dans la partie occidentale de la Méditerranée, un ensemble d'îles apparaît au large de la péninsule ibérique, les Baléares. Elles composent un groupe de 4 îles principales. Au nord-est de l'archipel, Minorque est la deuxième des îles Baléares en superficie. Toutes ces îles sont les sommets d'un massif calcaire qui émerge de la mer. À Minorque, sur les 285 km de côte, la roche calcaire présente des aspects différents selon sa dureté. Si elle est tendre, la roche descend en pente douce. L'eau du rivage est peu profonde. Si la roche est dure, la pente est forte et il n'y a pas de place pour une plage. La côte nord est montagneuse et tourmentée. La côte sud est plus régulière, mais elle est bordée de falaises qui ferment l'accès vers l'intérieur. Les parcelles cultivées alternent avec une végétation de type méditerranéen. Au milieu des espèces locales, plusieurs spécimens tropicaux se sont installés. Ils ont été rejoints par les oiseaux de passage, très nombreux dans une île située sur la route des migrations. C'est dans la pierre qu'il faut chercher les origines du peuplement de Minorque. En effet, dès le 2e millénaire avant notre ère, la présence humaine est attestée par de multiples mégalithes. Bien plus tard, les Phéniciens ont intégré Minorque à un vaste réseau commercial. Avec leurs descendants carthaginois, ils ont laissé plusieurs empreintes sur l'île, notamment religieuses. Baal, un de leurs dieux, était associé au taureau. Les grandes nations se disputèrent le contrôle de l'île. Au tout début du XVIIIe siècle, les Anglais débarquèrent avec leurs alliés hollandais. Mais c'était compté sans les Français qui régnèrent également un temps. L'île avait déjà suscité la convoitise des pirates turcs et maures. Au XVIIe siècle, elle s'équipa d'un système défensif. Il n'empêcha pas la succession des cultures. L'architecture témoigne aujourd'hui encore de leur diversité. Minorque appartient à la communauté autonome des Baléares. Avec l'Espagne, elle a rejoint l'Union européenne en 1986. Les Minorquins sont restés fermement attachés à des traditions séculaires dont ils prennent grand soin. La société minorquine a pourtant beaucoup changé. Les 2/3 des 80 000 habitants de l'île vivent aujourd'hui dans les 2 villes principales et l'immigration a contribué au rajeunissement de la population. L'habitat est réparti sur tout le territoire de l'île, et notamment jusqu'au littoral, jadis délaissé en raison de la peur des pirates. L'espace ne manque pourtant pas. Minorque abrite à peine 10% de la population des Baléares. L'influence musulmane est bien visible dans les habitations locales. Les lignes épurées ont même influencé l'architecture contemporaine. Les musulmans ont vécu sur l'île pendant 4 siècles, en façonnant le paysage urbain et rural. Il ne faut pas déployer beaucoup d'imagination pour s'imaginer au Maghreb. La culture grecque est arrivée en Espagne grâce aux Arabes, auxquels remontent certaines traditions locales. La passion des chevaux en est un exemple. Le cheval est un acteur majeur de différentes festivités à Minorque, comme celle de la Saint-Jean. Pendant la plus populaire des fêtes aux Baléares, les feux éclairent la plus courte nuit de l'année. La fête de Saint-Jean illustre l'implantation de la religion catholique. Les musulmans ont favorisé l'agriculture sur les sols arides de Minorque. Ils ont importé leur technique d'irrigation. Bien qu'elle soit en régression constante, l'agriculture trouve encore des débouchés. La diversification des productions et l'extension de l'élevage représentent les meilleures chances de développement. Depuis des siècles, la voie semble toute tracée pour exploiter les énergies renouvelables. L'ensoleillement et les vents dominants devraient en partie combler l'absence de ressources énergétiques.
Les activités industrielles sont réduites sur l'île, à l'image de la pêche qui n'a pas dépassé le stade artisanal. L'artisanat excelle, quant à lui, par sa créativité et la qualité de ses produits. La fabrication des chaussures est réputée depuis le XVIIIe siècle. Les communications routières sont facilitées par l'absence de reliefs élevés. Les échanges avec l'extérieur dépendent en grande partie de l'aéroport situé à l'est de l'île. Les relations avec les autres îles Baléares et le reste du bassin méditerranéen reposent aussi sur des liaisons régulières par ferries. L'île doit une large part de sa notoriété au secteur du tourisme qui est devenu de loin l'activité économique la plus porteuse. Mais la transition s'est faite en douceur dans le respect des traditions. L'île de Minorque s'étire sur 48 km. À l'est, Mao est la capitale, établie au fond d'une ria, une longue rade, déjà fréquentée par les Phéniciens 800 ans avant Jésus-Christ. Mao possède le port naturel le plus vaste du monde après celui de Pearl Harbor, aux îles Hawaï. La ville s'est très tôt souciée de sa défense. Le commerce prit son essor dès l'époque romaine. Mais la cité florissante ne disposa de protections fortifiées qu'au milieu du XVIe siècle. Elles seront insuffisantes pour repousser les Anglais, qui resteront un siècle. Grâce aux Anglais, l'industrie navale et les affaires prospèrent. La ville change aussi d'allure. Les militaires, les bourgeois et les aristocrates britanniques se font construire de belles résidences. Ils y mènent grand train, bien loin de Londres. Les couleurs des façades et l'aménagement de fenêtres typiques, les bow windows, ne font pas partie des traditions méditerranéennes. Le mal du pays tourmentait parfois les Anglais. La vocation commerciale de Mao s'est diffusée à travers l'histoire. Même quand les Anglais, à 2 reprises, durent céder la place aux Français, la ville a poursuivi son rayonnement culturel et économique. Aujourd'hui encore, elle concentre beaucoup d'initiatives qui valorisent ses créations. Parmi celles-ci, la production artisanale figure en bonne place. L'église Santa Maria a été construite au XIIIe siècle par les conquérants catalans. Elle fut rénovée 5 siècles plus tard dans l'esprit du baroque. Mais l'église se flatte surtout de posséder un orgue monumental qui passe pour être l'un des meilleurs d'Europe. La musique émane de plusieurs endroits dans la vieille ville, et notamment de l'ancien monastère des Carmélites. Les événements historiques ont influencé le folklore de l'île. Ce qu'il y a de plus typique dans le folklore minorquin, ce sont les danses fandangos et les jotas, mais surtout les fandangos et beaucoup de chansons aussi qui ne sont pas accompagnées de danse. On peut dire que c'est typique parce qu'au temps de la Reconquête, après les Anglais et les Français, l'île a été repeuplée par des gens venus d'Aragon et de Catalogne. C'est pour ça qu'on a des fandangos et des jotas qui viennent de ces régions.
Pour quitter Mao par la mer, il faut emprunter la Ria. À la sortie, un dispositif militaire contrôlait la navigation des bateaux de passage. Au milieu du XIXe siècle, à l'initiative de la reine d'Espagne Isabelle II, on lança la construction de la forteresse de la Mola. La rivalité entre la France et l'Angleterre était encore forte dans la région. Avec un ouvrage dissuasif, l'Espagne limitait clairement son territoire. On dépasse la ville d'Escastell avant de gagner la mer et longer la côte au sud-est. La calanque Sant'Esteve ouvre une crique minuscule à l'abri du vent du large. En 1756, les Français débarquent. Ils resteront 7 ans sur l'île et créeront la ville de San Luis en hommage au roi Louis IX, le futur Saint-Louis. Plusieurs indices rappellent la présence française, comme les armoiries aux fleurs de lys. La campagne minorquine assemble un puzzle étonnant. Des murets délimitent les pièces d'une mosaïque dessinée par des générations d'agriculteurs. La technique de construction n'a pas changé depuis des siècles. On utilise la pierre sèche sans ciment. On la taille pour l'intégrer à l'ensemble. Ainsi, les champs sont vidés des pierres indésirables, les cultures se trouvent à l'abri du vent et les propriétés sont clairement délimitées. La qualité des vins de Minorque est reconnue depuis longtemps. Au XIIIe siècle, les autorités musulmanes en offrirent aux ambassadeurs du roi d'Aragon. La superficie du vignoble augmenta et la production fut stimulée pendant l'occupation britannique. Mais les Français jouèrent un rôle dans la diversification des cépages. À Minorque, dans la région de Saint-Louis, il y a eu une importante influence française au XVIIIe siècle. Dans les caves, on produit du vin principalement à partir de variétés françaises, comme les chardonnays, merlot, cabernet sauvignon, muscat. Ces variétés sont bien adaptées à la terre calcaire de Saint-Louis. C'est un sous-sol très proche de ce qu'on trouve dans la région du Bordelais. C'est un sol calcaire avec de la terre argileuse par-dessus. Le vin bénéficie de l'appellation Vino de la Tierra Isla de Menorca, vin de terroir de l'île de Minorque. Les terres agricoles de Minorque appartiennent souvent à de très grandes propriétés organisées autour d'un bâtiment central. Plusieurs éléments permettent d'apprécier la richesse du domaine. Le portail, les murs, les matériaux et la taille de l'habitation. Certains choisissent la simplicité, d'autres recourent à une décoration plus raffinée. Les influences mauresques sont souvent évidentes. La Casa Solariega, la maison noble, peut prendre chez les gros propriétaires fonciers les apparences d'une vraie demeure aristocratique. Partout, on joint l'utile à l'agréable. Ainsi, le pigeonnier est décoré de céramique d'inspiration musulmane. Du côté de l'élevage, les vaches sont incontournables. Leur lait est utilisé dans la fabrication d'un fromage réputé, le Queso Mahón Menorca, le fromage de Mao à Minorque. Ici, on dit Queso Mahones. Le procédé est très ancien. Le vieillissement peut durer de 21 jours
à plus de 5 mois. C'est du fromage artisanal, fait à base de lait cru. On utilise seulement du lait de vache. C'est typique de Minorque. Le trait le plus caractéristique de ce fromage, c'est son élaboration qui se fait avec un morceau de tissu qui lui donne ses rides et sa forme. C'est un fromage avec une saveur bien particulière en raison du climat humide de l'île et la proximité de la mer du fait que l'île est petite. Tout cela fait que les pâturages donnent une saveur spéciale, acidulée, avec un goût de sel. Dans le centre de l'île, la localité de Ferreries est la plus haute de Minorque, à 150 mètres d'altitude. L'église Sant Bartomeu domine la ville. Fondée au XIVe siècle, Ferreries n'était pas riche. La cité vécut donc discrètement de l'air du temps pendant de longues années, jusqu'au jour où elle sortit de l'anonymat. À la fin du XVIIIe siècle, son destin changea grâce au travail du cuir. Sous une forme très dépouillée, le cuir donna naissance à la célèbre abarca. L'abarca, c'est une sandale typique de Minorque, qu'on peut faire avec du caoutchouc, des pneus ou différents types de gommes. Là, j'en fais une avec un pneu. C'est très très vieux. Ça vient des gens de la campagne qui travaillaient la terre avec ce genre de chaussures. Quand les premières voitures sont arrivées, ils ont commencé à en faire avec des pneus. Maintenant qu'elle est assemblée, on va la coudre. Peu d'investissement en matériel et une matière première abondante, l'abarca est un parfait exemple de recyclage. Pour les semelles, cependant, il vaut mieux éviter les pneus lisses. Voilà, maintenant que l'abarca est terminée, il ne reste plus qu'à l'emballer. Le modèle original des paysans de Minorque fut amélioré au XIXe siècle en adoptant une technique rapportée de Cuba. Le cheval, à Minorque, bénéficie d'une attention toute particulière, car il fait partie du patrimoine. En effet, depuis le XIVe siècle, il existe une race propre à l'île, le cheval de pure race minorquine. Un magnifique animal dont la robe est toujours noire. Dans ses gènes, le pure race minorquine contient toute l'histoire de l'île, puisqu'il tient à la fois du pur sang espagnol, du pur sang arabe et du pur sang anglais. Le cheval fait preuve d'un équilibre remarquable et d'une grande souplesse. Il possède une qualité primordiale, la docilité. Même s'il peut avoir son caractère, il obéit parfaitement à son maître. Autre atout, il n'est pas craintif et ses réactions sont prévisibles. Le pur race minorquine est unique dans le monde hippique pour la facilité avec laquelle il se dresse sur ses membres postérieurs. Il peut même se déplacer dans cette position. Avec son pas sautillant, le cheval pur race minorquine prend vite une allure aérienne. Une disposition naturelle qu'il doit peut-être à Pégase, le cheval ailé de la légende.
Tout en grâce et en robustesse, il semble se retenir avant de prendre son envol. Quelle que soit la monture, les Minorquins aiment les belles lignes. Et avec le renfort du cheval vapeur, les sensations fortes sont garanties. Le soir venu, le show continue. Rock rime avec Minorque. En direction du sud, la végétation est particulièrement dense. 15% de la superficie de l'île sont couverts par une forêt de pins et de chênes verts. La végétation réussit même à coloniser les rochers qui dominent la mer. De nombreuses calanques découpent le rivage. Pour creuser une calanque dans la roche calcaire, la mer s'engouffre dans une faille géologique qu'elle élargit petit à petit. Parfois, les eaux de pluie et la main de l'homme ont complété le travail de la mer en creusant des grottes. Certaines ont servi d'habitat, d'autres de nécropole. Certaines calanques ne sont accessibles que par la mer. Le village de Binnicker Bay, au sud-est de l'île, a été entièrement reconstitué dans les années 1980. À travers le dédale de ses ruelles, il reproduit un petit village de pêcheurs. L'empreinte musulmane y est parfaitement claire. L'habitat s'est établi dans les larges calanques. Sur la côte sud de l'île, les falaises verrouillent une bonne partie du littoral. Les Phéniciens qui croisaient au large étaient intrigués par des feux allumés sur les falaises. Personne n'a jamais pu expliquer leur origine, mais les Phéniciens baptisèrent l'île Noura, île de feu. La roche calcaire, friable, subit en permanence l'érosion marine. Le vent chargé d'embrun salé et l'échauffement de la pierre par le soleil assurent la première partie du travail. Les vagues s'occupent du reste en attaquant la muraille à la base. Une grotte naturelle se découpe dans la falaise à la Coba d'Enchoroy. Elle fut jadis habitée. La plage de Sunbow est la plus longue de Minorque, 4 km de sable fin. Une basilique chrétienne se trouvait à proximité de la plage.
les ruines remontent au 5e siècle. Mais à Minorque, les vestiges archéologiques peuvent être beaucoup plus anciens. Plus à l'est, sur le site de Torre d'en Gaumes, se dressent des constructions en forme de cône tronqué, les talaiotes. Ils ont donné leur nom à une culture que l'on situe au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Leur fonction est encore mal connue. La ressemblance avec des monuments comparables en Sardaigne et en Corse laisse croire à une civilisation commune. La culture talaiotique a produit d'autres types d'édifices sur l'île de Minorque. Les taolas sont facilement identifiables avec leur forme en T. S'agit-il d'un pilier, d'un autel ou encore d'une tête de taureau stylisée en référence au dieu phénicien Baal? Mystère. Talatide et Dalt est un autre site talaiotique. La taola intrigue les archéologues en raison d'un appui incliné. On ignore si cette position est intentionnelle ou accidentelle. Autre forme de construction, la navetta, un amoncellement de pierres qui évoque la coque d'un bateau renversé. La navetta des Tudons était sans doute une sépulture. Minorque abrite la plus forte concentration de monuments préhistoriques au monde. Tous ont été taillés dans la pierre. La pierre existait en grande quantité et on pouvait la travailler avec des outils rudimentaires. Des carrières plus récentes sont aujourd'hui fermées, mais les sites sont maintenus en l'état. L'histoire de l'île se trouve en partie gravée dans la pierre. La pierre, on l'utilise principalement pour la construction. On utilise la pierre depuis le début de l'arrivée des hommes sur l'île de Minorque. Toutes les constructions talaiotiques ont été faites avec cette pierre. La machine laisse les traces de son passage avec les marques des disques sur les murs. C'est une trace plus régulière que celle que l'on trouve dans les carrières antiques. Les carrières antiques sont très irrégulières, elles ressemblent parfois à un labyrinthe. On peut y trouver de petits potagers, car les paysans en profitaient pour faire pousser des légumes là où c'était possible. Vers le centre de l'île, le Monte El Toroeste, 357 mètres, est le point culminant de Minorque. Au sommet, sur les ruines d'un ancien couvent, on a élevé au XVIIe siècle une église de style Renaissance et un nouveau monastère. À l'intérieur de l'église se trouve la statue de la Vierge du Taureau, la patronne de Minorque. Au pied du mont, Es Mercadal est une petite bourgade qui n'a rien perdu de son caractère rural. Située au centre géographique de l'île, elle a été fondée au XIVe siècle pour servir de relais entre les deux villes principales. Après les heures les plus chaudes de la journée, les artisans reprennent leurs activités. Dans certains établissements, les odeurs sont particulièrement attirantes et aiguisent les tentations. Le pâtissier prépare ici une spécialité dont les secrets de fabrication sont bien gardés. Ici, un des gâteaux typiques de la maison, c'est le carquignol. On le fait avec des œufs, du sucre, de la farine et des amandes. Le processus de fabrication, je ne vous le dirai pas. Mais quand la pâte est faite, on l'étale sur la table
et on coupe des petits morceaux. Ces petits morceaux, on les met au four. Et quand ils sont bien cuits, ils sont à point pour être mangés. Un délice. La tramontane, un vent sec et froid, a donné son nom à la côte nord de Minorque, la Tramuntana. La terre pelée prend l'aspect d'une lande où le vent semble avoir fait le vide. À l'abri d'une immense baie, se dissimule la localité de Fortnaïs. Autour du port, les petites maisons sont orientées vers le sud pour tourner le dos à la tramontane. Le petit port a été créé en réalité pour défendre la côte nord contre les pirates. Mais il était trop éloigné de la capitale et personne ne voulait prendre le risque de s'y installer. Pour rassurer, les autorités décidèrent à la fin du XVIe siècle de construire des tours de guet fortifiées. Les solides bastions étaient équipés des moyens appropriés pour défendre la cité contre les razzias des pirates turcs. Au milieu de la côte nord, un long éperon rocheux s'avance dans la mer. Il forme l'extrémité septentrionale de l'île et prend le vent de face. Le cap de Cabareria. Alors que l'île atteint ses limites sur la côte nord, un phare ponctue la terre d'un ultime repère. D'est en ouest, les Minorcains ont placé des signaux pour les marins. Le phare du cap Fabarish, au nord-est, est noir et blanc pour être repéré en plein jour. Il répond au phare du cap d'Artrouche, au sud-ouest. Cala Blanca, sur la côte ouest de l'île. Le développement touristique de Minorque a une vingtaine d'années de retard par rapport aux autres îles Baléares. Plusieurs raisons expliquent le décalage. L'une d'elles, les propriétaires refusèrent longtemps de vendre les terres agricoles du littoral. Le nombre limité de plages abritées du vent a aussi joué un rôle. Minorque a été classée réserve de biosphère par l'UNESCO. L'île était déjà la mieux préservée des Baléares, mais le label améliora encore son image à l'extérieur. Sur la côte occidentale, plus on monte vers le nord, plus les habitations sont nombreuses. On approche de la deuxième ville de l'île, qui voue un véritable culte au cheval. Ciutadella possède un hippodrome où se déroulent des courses de trot attelé.
Le départ est imminent. Les chevaux se placent derrière l'autostart, une voiture équipée de barrières. Quand la voiture accélère, la course est lancée. Tout en tirant le sulky, les chevaux doivent trotter le plus vite possible. Il faut savoir se faire une place dans le peloton et courir le plus près de la corde. La principale difficulté pour le driver consiste à exiger le maximum de son cheval tout en l'empêchant de partir au galop. Les commissaires veillent au respect du règlement. Ils pénalisent également le trotteur qui gêne un concurrent. Un cheval qui abandonne le trot pour le galop est aussitôt disqualifié. Tiens, un cheval bien solitaire, le driver a disparu. L'infortuné driver est tombé. Il est récupéré par la voiture balai, mais son cheval ne voit aucune raison de s'arrêter. Pendant que le driver se remet de ses émotions, l'attelage allégé distance ses concurrents, mais c'est à un autre que reviendra la victoire officielle. Ciutadella est à 45 km de Mao et les deux villes ont longtemps été rivales. Ciutadella signifie « petite ville » en dialecte minorquin. La localité est dotée d'un port remarquablement protégé. Il se situe à l'extrémité d'une longue ria. L'étroite rade naturelle pénètre jusqu'au cœur de la cité, au pied de l'hôtel de ville. L'influence mauresque est évidente sur le bâtiment qui fut élevé à l'emplacement d'un palais musulman en ruine. Au milieu du XVIe siècle, la ville fut mise à sac par les pirates turcs. Les habitants se défendirent en vain. Un obélisque rappelle leur résistance héroïque. La cité catholique vécut très mal la venue des protestants britanniques au XVIIIe siècle. La ville se replia sur elle-même et entra dans une longue période de déclin. Le temps s'arrêta lorsque le gouverneur anglais décida, en rétorsion, de choisir la ville de Mao comme capitale. La rivale et conduite se mura derrière sa fierté outragée. La présence catholique est très ancienne à Ciutadella. La ville était déjà le siège d'un évêché au Ve siècle. L'Église catholique y bénéficiait de confortables revenus et de fidèles alliés. Elle put notamment compter sur le soutien des chevaliers de Malte, très influents aux Baléares au XIVe siècle. Les fêtes de la Saint-Jean remontent à cette époque. Le pipeau et le tambour donnent le rythme des festivités. Dans les maisons, les familles se préparent à la fête. Sur la table trône le gâteau traditionnel. On le déguste en trempant les parts dans une sauce au chocolat épaisse et chaude. Un rituel auquel on ne déroge pas pendant l'après-midi du 23 juin, veille de la Saint-Jean. Aux terrasses, le même rituel se déroule, en musique.
En tenue d'apparat, le cheval de pure race minorquine attend son heure pour entrer en scène. Il est monté par le Kaicher, c'est le nom donné au cavalier. De la tête à la queue, le cheval a revêtu ses plus beaux atours. Les chevaux se mettent en route pour un long défilé à travers la ville. À l'origine, les cavaliers qui participaient à la fête étaient élus par un conseil des sages. Mais leur désignation provoquait des jalousies. Au XIXe siècle, on s'accorda sur la représentation égale de la noblesse, du clergé, des artisans et des paysans. Les cavaliers se rapprochent de la place de la cathédrale, où la population les attend. Soudain, les applaudissements se déchaînent. Ils saluent l'arrivée du Fabiolaire, juché sur un âne. Au son du pipeau et du tambour, le personnage ouvre officiellement le défilé des chevaux. La cavalcade débute. Dans un ordre précis, une centaine de cavaliers accomplissent un parcours immuable. Les chevaux se cabrent sous les cris du public et répètent le mouvement sans arrêt. Les spectateurs les plus audacieux tentent de les toucher en prenant quelques risques. Malgré la foule qui les excite, les chevaux restent étonnamment calmes. Les cavaliers gardent le contrôle de leur monture. Une performance. Au bout d'une ruelle, les chevaux débouchent sur la place des bornes. Une foule immense les attend et les pousse à se cabrer sans répit. Toucher les chevaux porte bonheur. Sur la place, tournois et jeux équestres se déroulaient déjà au Moyen Âge. Du côté des spectateurs, la pommada, un mélange de gin et de citron amer, commence à faire sentir ses effets. Le public est de plus en plus compact en direction de l'Ayuntament, l'hôtel de ville. La population attend que le conseil municipal réuni au balcon proclame l'ouverture des festivités de la soirée. Les autorités de la cité ont donné leur accord. La foule prend la direction de la ville basse pour la suite du programme. Il faut bien se placer pour avoir la meilleure vue d'ensemble. Le spectacle est d'abord dans la foule.
fanfares annoncent l'arrivée des cavaliers. Les chevaux disposent ici de plus d'espace. Ils vont pouvoir se livrer à leur exercice favori. D'ailleurs, le public est là pour ça. Les chevaux fourbus se sont cabrés des dizaines de fois et pourtant il leur reste l'énergie pour recommencer. Les spectateurs les soutiennent à bout de bras. Littéralement portée par les spectateurs, la monture se cabre et avance sur une longueur impressionnante. Nul n'est à l'abri d'un accident. Mais la Saint-Jean est moins dangereuse qu'une corrida et le spectacle doit continuer. La foule et les cavaliers, jeunes et moins jeunes, se préparent pour l'ultime épreuve. L'intérêt du public ne faiblit pas. Le Fabiolaire annonce la reprise du spectacle. Un cavalier équipé d'une lance retient difficilement son cheval qui trépigne. Comme dans les joutes équestres du Moyen-Âge, il s'élance au milieu de la marée humaine. Au grand galop, le cavalier fonce vers l'objectif. À chaque tentative, la foule encourage les cavaliers. But du jeu, passer la lance dans un anneau suspendu. Lorsque le but est atteint, la foule se déchaîne. La fête de la Saint-Jean coïncide à quelques jours près avec le solstice d'été. C'est le jour le plus long de l'année, mais la lumière finit par tomber. Les feux de la Saint-Jean éclairent alors la nuit la plus courte de l'année. Quand les feux de bois commencent à fléchir, les feux d'artifice prennent le relais. Les feux que les Phéniciens apercevaient au large de l'île ressurgissent de la nuit des temps. Ils éclairent l'île de Minorque sous un jour nouveau. Ils dessinent les contours d'un peuple et d'une culture pétris par l'histoire. Les échos de Minorque se fondent dans le bruit des sabots des cavaliers de la Saint-Jean.